Bien, écoutez, je crois que on va pouvoir démarrer. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis Angelo Cacci du cabinet Sirtals et j'aurai le plaisir donc d'animer ce webinaire dédié au paiement digital sous toutes ses formes, dans tous ses états. Bien sûr, ce ne sera jamais exhaustif, tant l'effervescence et tant l'innovation sont de mise, que ce soit en France, en Europe ou sous d'autres latitudes. À mes côtés, donc, je les remercie à nouveau. Donc, nous aurons tour à tour Florian Cotreau, qui est un des dirigeants donc, de la division Merchant Services de Worldline, Sébastien Marino, qui est Head of Strategy and External Affairs donc chez BNP Paribas, dans l'activité paiement, Johan Burkovic, qui est fondateur et CEO de Bridge, Vincent Duval, donc, qui est le DG de Paylib, et Jacques-Olivier Schatz, qui devrait donc nous rejoindre de façon imminente, qui est le DG de Pledge. Alors, quelques mots d'introduction, tout d'abord, avant de laisser donc la parole à nos hôtes et speakers. Donc, le paiement digital, donc grande diversité de déclinaisons, de facettes, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais je rappellerai aussi que la bonne vieille carte que l'on voudrait parfois mettre au rencard fait encore le job à maints égards et à maintes situations. Et que donc il ne faut pas oublier qu'on a également des champions dans l'industrie des paiements et dans l'industrie de la carte en France, avec des Worldline, des banques qui sont également à la manœuvre dans les services de paiement, à l'instar de BNP Paribas ici présente, beaucoup de fintech, de paytech qui ne cessent d'innover et qui démontrent que la France, en tout cas, a nombre d'atouts pour développer des services tant à l'adresse du consommateur que des entreprises. Donc, pour démarrer justement notre propos, je laisserai donc volontiers la parole à Sébastien Marino de BNP Paribas, et en particulier, si l'on se met dans les chaussures du client final, du consommateur final, quels sont les services, les attentions que vous portez à cette clientèle? Sébastien. Merci Angelo, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, c'est toujours une bonne chose de partir du client. C'est un petit peu parfois quand on est en bateau et que la mer est agitée, que beaucoup de choses changent. Il faut essayer de fixer l'horizon et ce qui bouge le moins. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est le client. Effectivement, l'environnement est totalement foisonnant. On va parler des acteurs, on va parler de la réglementation. Tout ça bouge beaucoup et il faut garder vraiment le regard fixé sur le client. Et je pense que c'est ce que chacun fait dans son activité aujourd'hui. Donc, les quelques points, peut-être pour lancer la discussion, qui nous frappent quand on regarde le client. D'abord, c'est que le paiement, d'abord, c'est pas une fin en soi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Personne n'est en soi réjoui de payer. Ça s'inscrit forcément dans des parcours qui sont plus amples, qui sont généralement évidemment des achats de différentes natures. Et donc, assez naturellement, finalement, les attentes qui sont celles de nos clients vont rejoindre celles qu'ils ont sur ces services, sur ces sous-jacents, entre guillemets, qui peuvent être la mobilité, qui peuvent être le shopping. Donc, il y a des besoins évidemment d'instantanéité, il y a des besoins qui se traduisent donc par des niveaux de services, finalement des niveaux d'attente de plus en plus élevés, et c'est vraiment ce qui doit nous guider. Évidemment, nous, on s'intéresse régulièrement à nos clients, ce qu'ils nous disent dans le domaine, j'allais dire, du shopping et du paiement, c'est quoi en fait? C'est qu'ils créent en fait une tension, eux-mêmes sont dans une tension. Il y a une tension régulière dans les paiements entre d'un côté la sécurité, qui est, j'allais dire, quelque chose de non discutable, et puis de l'autre côté la convenience, la simplicité d'usage, et c'est ce sujet-là que chacun, tant les clients finalement que nous qui leur apportons des services, c'est cette tension-là qu'il faut gérer et à laquelle il faut répondre. Donc ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment évidemment dans les demandes de nos clients, et d'ailleurs chacun le gère à sa façon. On a des profils et des attitudes par rapport à ça qui sont différents. Donc je pense effectivement, ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une longue traîne, j'allais dire, d'attitude par rapport au paiement qu'il faut qu'on gère.
Et une des choses aussi qui nous frappe, c'est la fragmentation, j'allais dire aussi. On a des clients, on a différentes typologies de clients. On va avoir des clients qui vont avoir à cœur de regrouper finalement leurs solutions de paiement auprès d'un acteur. Et puis, il y a des consommateurs, j'allais dire, qui ont la capacité, et je pense que c'est assez frappant aujourd'hui, d'articuler les solutions de paiement en fonction des usages et des contextes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que nous gérons, et je pense qu'on le voit tous. Ensuite, moi, ce qui me frappe aussi, c'est, et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller regarder une étude que la BCE avait faite dans le contexte de l'euro numérique, une étude de mars 2022 par Kantar, qui nous redonne les attentes un peu classiques de clients dans le domaine. Donc, j'ai cité évidemment cette simplicité. Je pense qu'il y a évidemment cette notion d'acceptation universelle. C'est la première caractéristique attendue des moyens de paiement. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est ça qui fait, je pense d'ailleurs, le succès de la carte. On ne se pose pas de questions quand on va à l'étranger. On sait que les cartes bancaires vont être largement acceptées. Donc, la première j'allais dire, attente des clients, c'est véritablement cette acceptation universelle. Et c'est quelque chose qui réunit, j'allais dire, les clients finaux et les marchands. La deuxième chose intéressante aussi, c'est le regard que portent les utilisateurs sur les prestataires de services de paiement. La préférence aujourd'hui, quand on regarde notamment cette étude, elle va vers les banques commerciales et les banques centrales. Je pense qu'à un moment, on parlera peut-être un petit peu de l'euro numérique qui est dans le paysage, qui est un vrai sujet. Donc, il y a une préférence du public vers ces acteurs. Et là aussi, on va avoir des attitudes un peu différentes des consommateurs. Peut-être la troisième ou la quatrième chose que je voulais aborder, c'était l'hybridation des parcours. Aujourd'hui, ce qu'on voit très clairement dans les attitudes et les parcours de nos clients, c'est qu'il n'y a plus de parcours 100% digitaux. Il y en a forcément. Il n'y a plus de parcours 100% physique. Il y a véritablement une hybridation. Et le challenge, je pense que pour notamment les acteurs comme BNP Paribas, c'est d'arriver à en fait, être l'orchestrateur de ces parcours, être capable de suivre le client et de lui apporter des services tout au long de la chaîne de son parcours client, très en amont, très en aval. Il se passe des choses avant le paiement que le client, lui, voit une continuité. Notre job, c'est de lui apporter des solutions très en amont, très en aval. On pourra parler de fidélité, on peut parler de récompense du shopping. Le cashback, c'est une solution qu'on a lancée récemment en France. Donc, il y a véritablement ce défi, je pense, d'apporter de la valeur de bout en bout et véritablement des parcours intégrés avec cet impératif, encore une fois, qui est la sécurité des transactions. Voilà, c'était les quelques mots peut-être de mon côté. Très bien. Vous avez, je crois, lancé des différentes typologies de cartes également pour répondre à cette diversité de besoins, augmenter la sécurité. Des cartes à CVV dynamique, des cartes biométriques, par exemple. Tout à fait. Je pense effectivement que, notamment de ce point de vue-là, sur du point de vue de la sécurité, il n'y a pas de solution unique. Il y a un réseau de solutions qui permettent de sécuriser les transactions. Au-delà de l'authentification forte, qui est un des acquis qu'on salue, de la DSP2, il y a en effet des fonctionnalités intéressantes. Nous, on en a mis 2 en œuvre. Il y en a 2 que je peux citer. Donc, le CVV dynamique qui apporte un vrai bénéfice en réduction du taux de fraude et qui est quelque chose qui est salué par nos clients en termes de facilité d'usage, qui leur apporte de la réassurance. Il y a aussi la carte biométrique qui, dans un autre contexte en point de vente, apporte aussi de la simplicité. Et puis, il y a les wallets, les différents wallets qu'on propose à nos clients. Donc, en effet, il y a des solutions qui sont disponibles et chacun, j'allais dire, compose finalement son offre et ses solutions de paiement en effectivement articulant différentes options. Et je pense d'ailleurs que même cette notion de tarification d'options est intéressante, c'est-à-dire qu'on est dans une notion de personnalisation.
Juste un exemple aussi, moi, qui m'intéressait, c'est une option qu'on a mis en place pour voyager hors zone euro, où on peut avoir des solutions qui ne déclenchent la facturation que quand effectivement on est à l'étranger. Donc on s'adapte, je pense, et c'est véritablement le sens de tout ce qu'on fait, c'est d'aller servir des besoins très différents avec des populations qui ont des attitudes différentes. Oui, le règne de la personnalisation, je pense, est en marche pour répondre à cette diversité de besoins. Bon, vous êtes également actionnaire, faut-il le rappeler, de Pélib, on en reparlera un peu plus tard, également de Life, qui est une co-entreprise que vous avez avec Crédit Mutuel CIC, et qui d'ailleurs a lancé une solution de paiement à table. Et hier, Sébastien, je vous racontais ces anecdotes, j'étais au restaurant, bon, il était bondé, mais il s'avère que lorsqu'il s'est agi de payer, sincèrement, il y avait une queue de 25 personnes. Enfin, je crois que j'ai jamais vu ça, et donc je me suis résolu à attendre patiemment pendant au moins un bon quart d'heure avant de me mettre à un moment donné dans la queue, parce que vu que les convives, effectivement, terminaient leur repas, ils se mettaient dans la queue. Mais enfin, ça, c'est un pain point, effectivement, patent, et il faut une solution ad hoc et non pas attendre d'arriver au comptoir pour payer avec sa carte. Et quand j'ai dit à la dame, mais il n'y a pas une autre façon de faire, elle me dit, non, on a 2 TPE. C'était sa réponse. Vous voyez, comme quoi il y a un décalage entre sa perception et puis celle des clients. À ce propos, justement, je vais céder la parole ou passer le flambeau ou le micro à Florian pour qu'il se mette à son tour dans les chaussures, cette fois-ci du commerçant qu'il connaît bien puisqu'il les fréquente. Et peut-être avant de parler justement des chaussures des commerçants, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le Worldline d'aujourd'hui en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Très heureux de participer à cette table ronde. Donc moi, je suis directeur pour Worldline de toute la partie retail grand compte en Europe. Donc en effet, je côtoie beaucoup de commerçants. J'accompagne plus de 500 commerçants partout en Europe avec mes équipes. Peut-être un petit mot sur Worldline. Donc Worldline, on est une grande entreprise française avec un rayonnement international qui couvre l'ensemble de la chaîne du paiement, de l'issuing à l'acquiring, avec une division qui adresse le service aux marchands qui représente aujourd'hui plus de 70% de notre activité. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'accompagner beaucoup de marchands et donc d'être en contact avec eux pour comprendre les tendances du marché, pour anticiper aussi leurs besoins et voir comment est-ce qu'on peut y répondre au mieux. Worldline est également très actif dans la consolidation de l'industrie du paiement en Europe à travers différentes initiatives. Donc, on est très présent sur les standards Nexo. On est très présent aussi sur les sujets comme le pays ou l'euro digital, sur lesquels je pense qu'on va revenir. Et puis, juste pour donner un peu des ordres de grandeur, cette année, sur nos plateformes d'acceptation pour les grands marchands, on va opérer environ 10 milliards de transactions, ce qui fait qu'on a quand même aussi une grosse base de connaissances pour voir les tendances du marché et les usages en fait sur nos différentes plateformes à la fois d'acceptation et d'acquisition. D'ailleurs, quand on parle de tendances de marché, en fait, je pense que aujourd'hui, il y a certaines tendances qui sont assez prégnantes. Déjà, depuis 2 ans, le Covid a quand même beaucoup changé les cartes. Nos commerçants nous le disent. Encore très récemment, on a fait un webinar avec Cdiscount qui nous disait que avant Covid, ils estimaient en fait que le marché du e-commerce allait doubler d'ici 2030. Florian, nous t'avons perdu, je crois. En tout cas, pour ma part, je ne t'entends plus. Ça y est, tu es revenu apparemment. Oui, vas-y, c'est bon. Ok, désolé pour ce petit couac. Donc, je disais que le Covid avait quand même été un accélérateur de business pour toute la partie e-commerce. On le voit avec des grands e-commerçants comme Cdiscount, par exemple, avec lesquels on a participé à un webinar récemment qui nous disait qu'ils avaient globalement gagné 5 ans avec l'accélération des commandes en ligne liées au Covid. Et on le voit aussi avec tous les acteurs de la grande distribution qui nous disent que pareil, en fait, sur tous les parcours de drive ou de commerce unifié, ça a réellement boosté leur business. En parallèle de ça, on voit qu'il y a aussi une tendance de fond sur le paiement mobile, donc qui est lié au e-commerce. En fait, on voit qu'il y a un usage très fort du m-commerce.
Je crois que dans le dernier rapport de la FEMA, il indiquait que 53% des acheteurs étaient maintenant des M-acheteurs, des paiements avec un mobile. Et on le voit aussi en proximité à travers les wallets qui sont présents dans les différents pays. Je pense que Vincent va revenir dessus sur la France avec Paylib. On le voit aussi, c'est une tendance de fond sur les autres marchés. En Suisse avec Twint, en Belgique avec Econic, dans les autres pays, la Pologne avec Blick ou Portugal avec MBWay, avec des taux d'acceptation et des taux d'usage de ces wallets qui sont très importants et qui sont forcément en fait des moyens de paiement plébiscités aussi par les commerçants pour être en mesure de capter au mieux tout le pouvoir d'achat, je dirais, de leurs consommateurs. Donc ça, c'est sur les tendances du marché. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus d'ambition à faire du commerce unifié, à proposer des nouvelles expériences d'achat pour les consommateurs. Et ça passe par beaucoup de différents acteurs qui sont présents sur toute la chaîne, les acteurs historiques du monde de l'encaissement, les acteurs aussi du monde des plateformes de commerce en ligne, et puis également beaucoup d'acteurs qui proposent des systèmes de e-réservation, de vérification des stocks pour avoir vraiment une expérience la plus fluide possible. Et donc, quand on met tout ça derrière, qu'est-ce qu'on voit en termes de paiement? On voit que le paiement est vu finalement comme un acte de simplification un petit peu du business pour les marchands, dans la mesure où, avec tous ces différents acteurs qui y arrivent à un moment sur la chaîne d'encaissement, je dirais, au sens large, à la fois en proximité et sur la partie Internet, le commerçant se retrouve avec beaucoup d'acteurs et finalement, il cherche avec le partenaire de paiement un acteur clé et unique pour aller simplifier son organisation et avoir un accès à de la donnée pour être en mesure derrière de mieux piloter son activité. Donc vraiment, les tendances et les attentes des consommateurs, c'est voilà, le paiement comme simplification du business, en plus de la couche, je dirais, obligatoire, réglementaire et sécuritaire. Le paiement également, en fait, comme un acte d'accélération du business pour accepter les bons moyens de paiement. Là, on sait que accepter les moyens de paiement locaux, ça reste quelque chose de très important pour les consommateurs. Nous, on le voit sur nos plateformes, 3/4 des paiements restent des flux domestiques dans les pays où il y a un flux domestique, donc c'est vraiment très important. Également, il faut s'adapter pour avoir un large panel de moyens de paiement. Il y a un écho derrière. Oui, en effet, un petit peu de friture sur la ligne. Et je crois que ça vient de. Excuse-moi, Vincent, est-ce que tu peux te mettre en mute parce que j'ai l'impression que ça vient de chez toi? Alors, ça serait une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on m'entendrait? Oui, on t'entend. On t'entend, oui. Ah, bah voilà, super. Merci pour le test live. Ok, c'est mieux. Donc le deuxième sujet, c'est le paiement, oui, comme axe d'accélération du business pour les marchands, capacité à accepter les moyens de paiement, capacité aussi à aller se développer plus rapidement, à ouvrir des nouveaux magasins, peut-être à l'étranger, des concept stores plus rapidement aussi. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est comme troisième axe, le paiement comme axe d'optimisation pour le business du marchand. Donc, on parle beaucoup de taux de conversion, notamment taux de conversion online, suite à la mise en place de la DSP2 et de tous les travaux qu'il a fallu faire aussi avec notamment les règles d'exemption pour améliorer les taux de conversion. On parle aussi de plus en plus avec nos marchands de taux de conversion finalement dans le magasin. C'est-à-dire que c'est un peu l'expérience que tu as vécue, Angelo. Voilà, tu étais dans un fin de parcours dans ton restaurant, donc tu avais déjà consommé. Et il se trouve que quand on va dans un magasin et qu'on voit qu'il y a une queue énorme avant de passer la commande, finalement, on n'a pas envie d'attendre et donc on part directement du magasin. Donc, c'est toutes ces règles en fait de queue boosting, d'expérience aussi améliorée où on va être en mesure de faire dans le magasin de la prise de commande pour un article qui n'est pas disponible en stock. Peut-être aussi utiliser l'open banking pour permettre à un consommateur de payer au-delà en fait de son plafond carte. Donc ça, c'est des choses aussi que l'on voit et c'est des attentes de nos clients.
Et puis, il y a également, forcément, quand on parle de retail, on parle aussi de sous. Et donc, il y a une optimisation financière qui est importante pour nos marchands. Et donc là, les flux de paiement, la manière la plus efficace aussi pour permettre aux marchands d'avoir des gains financiers. Donc, c'est un petit peu voilà, les tendances du marché qu'on voit et les attentes des consommateurs. Et deux points que je voulais évoquer avec toi, Florian. DSP2, après donc la mise en œuvre, si je puis me permettre cette expression, même pas mal. On est revenu au niveau d'il y a peu de temps en termes justement de performance et de taux de conversion aujourd'hui, avec à la clé moins de fraude. Oui, donc en effet, donc, depuis 2 ans, on a eu beaucoup de chantiers avec nos marchands, donc le Covid, la DSP2. Et je dirais que nous, on a passé beaucoup d'énergie à accompagner nos marchands sur ces règles pour optimiser le taux de conversion. Dans un premier temps, on a vu une baisse du taux de conversion et en travaillant avec eux pour mettre en place les mécanismes d'exemption notamment, en fait, on a permis de revenir sur des taux de conversion qui étaient très bons et globalement comparables à ce qu'on avait avant la mise en place de la DSP2. En fait. D'accord. Et l'autre sujet dont je voulais parler avec toi, enfin, tous ensemble, bien entendu, c'était le soft POS, puisque le téléphone sert à payer, mais il sert aussi à encaisser dans un certain nombre de cas. Et je crois que Worldline a une offre en la matière. Et quels sont les cas qui seraient propices, selon toi, au recours à ce smartphone pour encaisser? Alors, en effet, donc, Worldline a fait une annonce assez récente d'une acquisition d'une entreprise qui est leader sur le marché du soft POS en Europe, avec notamment déjà des grosses références dans le domaine des transports en Pologne, également en fait dans le domaine des postiers. Donc, c'est vrai qu'on voit en fait le soft POS comme un moyen d'accepter, je dirais de manière plus universelle encore, la carte à travers des devices qui ne sont pas initialement des terminaux de paiement. En fait. Donc, on voit une traction très forte du marché, notamment dans tout ce qui est, je dirais, paiement un petit peu occasionnel. Donc, le soft POS ne va pas remplacer le terminal de paiement en caisse d'un supermarché. Par contre, ça va être certainement un moyen pour accepter de manière occasionnelle un surplus d'activité, peut-être dans un restaurant, peut-être dans une chaîne de grands magasins, ou également, nous on le voit beaucoup en fait aussi sur des cas d'usage. Par exemple, un postier, on va lui demander de plus en plus d'avoir une activité commerciale en plus de son service de délivrance des colis et des courriers. Et donc là, dans ce cas-là, le soft POS est une solution très adaptée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet réellement aux marchands de multiplier les points de paiement dans leur réseau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fortement plébiscité. Oui, tout à fait. Et non seulement donc on peut accepter le paiement carte, mais aussi on peut accepter le paiement par téléphone. Donc ça peut être téléphone à téléphone dans ce cas de figure. Et effectivement, à la base, c'était des smartphones Android et on sait que Apple s'y est mis, en tout cas pour l'instant, aux États-Unis. Et il y a un cas d'usage assez inédit qu'il vaut mieux ne pas répliquer, mais je ne sais pas si vous avez eu l'information il y a quelques semaines. C'est suite à une cyberattaque qu'a subi le retailer 7-Eleven au Danemark. Il a fallu, en un temps record, que Nets, un des concurrents de Worldline en Scandinavie, ne mette à disposition illico presto, c'est le cas de le dire, toute une batterie de smartphones pour permettre l'encaissement, puisque les systèmes d'encaissement étaient complètement vérolés. Donc, bon, c'est un peu triste, mais en tout cas, comme quoi, il faut faire feu de tout bois pour contrer ce type d'incident. Tu évoquais dans ton propos l'open banking. C'est le terrain de jeu favori de Johan depuis déjà quelques années, puisqu'il a été un des pionniers de la démocratisation de l'agrégation de comptes avec Banking, et désormais avec Bridge. Je suppose que ton propos, c'est de populariser le plus possible l'avènement
des services d'initiation de paiement. Peux-tu nous en rappeler, s'il te plaît, les grands principes et ensuite évoquer bien ce que Bridge propose en la matière? Bonjour à tous, donc Yann Berkovic et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors sur l'initiation de paiement, ou plus largement l'open banking, il y a deux piliers à l'open banking qui est très souvent lié à la DSP2. C'est l'initiation de paiement par virement, donc c'est la capacité de dialoguer avec les serveurs des banques européennes de manière sécurisée pour initier un virement. Donc c'est un tiers établissement de paiement. Bridge a été le premier établissement de paiement agréé pour faire cette opération en Europe, qui se connecte au serveur de la banque pour initier un virement et de dire à la banque, veux-tu, s'il te plaît, virer tant d'euros de ce compte bancaire dont tu es le teneur de compte vers ce bénéficiaire. Ça, c'est le pilier numéro 1 qui est l'initiation de paiement. Et le pilier numéro 2, c'est l'agrégation bancaire, c'est la capacité de se connecter au serveur des banques à l'échelle européenne pour récupérer ce qu'on appelle des informations sur les comptes. Très concrètement, ce sont les soldes et les transactions des comptes bancaires, toujours sous l'impulsion du titulaire du compte qui nous mandate pour aller récupérer ces informations, soit pour son usage personnel, soit pour les transférer à un service tiers qui est son logiciel comptable, son fournisseur de crédit, son outil pour gérer ses budgets. Bref, voilà. Donc, ce sont les deux piliers de l'open banking. L'entrée en vigueur de la DSP2, enfin, la DSP2 a été signée en 2015 de mémoire, entrée en vigueur en 2018 avec les standards techniques. Une application des standards techniques de mémoire 18 mois après, donc mi-2019. Aujourd'hui, on est fin 2022. Ça a été une transition qui a été complexe, mais on y arrive. Maintenant, les connecteurs sont de plus en plus stables auprès de toutes les banques européennes pour faire ces deux opérations. Nous, c'est ce qu'on fait chez Bridge. On est établissement de paiement, pionnier de l'open banking, tu l'as dit, en Europe. Et on fait ces deux choses. Donc, tout d'abord, nous rendons les paiements plus simples et plus sûrs dans le but de rendre les entreprises et les marchands plus performants et de faciliter la vie des consommateurs grâce à cette nouvelle génération de moyens de paiement basés sur ce qu'on appelle le virement immédiat et qui sera très bientôt le virement instantané, temps réel. Et il y a d'ailleurs une réglementation qui va pousser dans ce sens dans les prochains mois. Et en parallèle, on fournit ces services d'agrégation bancaire de manière sécurisée pour digitaliser les processus dans la comptabilité, dans le crédit ou dans la gestion d'argent au global et pour les fintech, qui permet énormément d'innovation dans le secteur. Et en quelques chiffres, aujourd'hui, Bridge, c'est 1,5 milliard d'euros de paiements initiés, 8 millions de comptes bancaires connectés quotidiennement pour plus de 200 clients. Et ça peut être des mastodontes comme Cdiscount, BPCE, la Banque Postale, Sage, Cegid, mais également des fintechs, Alma, Pledge, Payfit, Conto, Floabank, etc., qui innovent grâce à ces deux piliers. Et aujourd'hui, on est plus de 70 collaborateurs. Très bien. Et quels sont alors les avantages de cette nouvelle cinématique de paiement par rapport à ce qu'on a, puisque nous ne sommes pas démunis lorsque l'on veut payer, en règle générale, il y a des choses qui marchent bien, et notamment la sempiternelle carte que nous avons dans nos poches. Alors nous, on voit différents cas d'usage. Tout ce qui est marchand et tout ce qui est paiement entre entreprises. Si je me place du côté marchand, puisque c'est les sujets qu'on a d'abord abordés aujourd'hui, il y a parfois des problèmes pour payer. Et notamment, plus les paniers sont élevés, plus il y a des problèmes pour payer avec la carte. Si je prends les statistiques, il y a 58% des paiements 58% des achats en ligne qui échouent à la phase de paiement. 25% des paiements vont échouer à cause d'un problème avec la carte pour des paniers en dessous de 100 euros. Et on arrive à 50% des paniers de plus de 1000 euros. Donc en fait, on voit une corrélation directe entre ce qu'on appelle les KO cartes, une corrélation directe avec le montant de l'achat. Et donc là, le marchand, il perd une vente s'il n'a pas de solution, ce qu'on appelle une fallback. Le virement, l'initiation de paiement par virement, permet cette fallback. Moi, marchand, je ne vais pas perdre la vente parce que je vais communiquer un nouveau moyen de paiement. Ou alors, je sais qu'au-dessus d'un certain montant, j'ai tellement de KO avec la carte que je ne vais même plus proposer la carte comme premier moyen de paiement. Donc, en fait, les plafonds de la carte est un vrai frein sur certains types d'achats.
Ensuite, ce qu'on sait aussi, c'est que les frais, c'est quelque chose d'important pour les marchands et d'autant plus pour les marchands qui vendent à des professionnels. Les frais, la carte, si je résume dans les grandes lignes, c'est 1% pour un marchand qui vend à un particulier et ça va jusqu'à 3% quand je vends à un professionnel. Donc, je dirais que les professionnels et les marchands et tout particulièrement les e-commerçants qui vendent à des professionnels ont les deux contraintes. Souvent, c'est des paniers plus élevés et ils payent très cher. Donc, eux, ils sont d'autant plus enclins à utiliser cette solution de paiement qui, aujourd'hui, est très simple à intégrer pour le marchand et très simple à utiliser pour le consommateur. Peut-être, je ne sais pas si vous connaissez tous la mécanique ou l'expérience du payeur quand j'initie un paiement par virement, mais c'est vraiment d'une facilité déconcertante. Je vais sur mon site e-commerçant ou sur le mobile, je décide de payer grâce à un virement bridge, je sélectionne ma banque et là, si je suis sur le mobile, l'application de ma banque s'ouvre, un peu comme par magie, et me demande juste de confirmer oui, non, veux-tu payer 100 € à ce marchand aujourd'hui? C'est oui avec l'authentification forte ou alors je refuse. Et le virement est fait. Et nous, on a le statut que le virement a été initié. Donc, je dis au marchand, c'est bon, le virement a été initié. Je peux en témoigner, Johan, je t'interromps, mais à dessein, c'est que hier, j'ai fait un paiement de ce type au travers de Cashly, qui est un de tes partenaires. Et effectivement, l'expérience était d'une fluidité imparable. Au niveau des consommateurs, c'est vraiment très fluide. C'est en quelques clics. Je n'ai plus à rentrer ni le montant, ni l'IBAN. Je n'ai plus aucune information à rentrer, en fait, globalement. J'ai juste à faire je valide, l'application de la banque s'ouvre, je valide et c'est fait. Donc, vraiment, c'est vraiment en quelques clics et c'est sécurisé par l'authentification forte de la banque. Donc, il y a le côté marchand et on pourrait imaginer dans ton restaurant demain que voilà, il y a un QR code quelque part que je peux flasher pour payer par virement. Donc, ça fonctionne également aujourd'hui sur des achats physiques. Et ensuite, pour moi, il y a un autre pan du marché sur lequel on n'a pas beaucoup évoqué le sujet encore aujourd'hui, c'est tous les échanges interentreprises qui aujourd'hui se fait principalement par le virement classique, qui est aujourd'hui une solution de paiement qui est quand même compliquée. Je dois communiquer mon RIB, le bénéficiaire doit l'enregistrer, et quand je suis un utilisateur multiple, récurrent de virements classiques comme une entreprise l'est, donc j'ai beaucoup de virements qui arrivent et qui sortent, c'est d'une complexité sans nom dans la réconciliation et dans, la compréhension de tous ces flux-là, avec des risques de fraude, des risques d'erreur, etc. Et donc, nous, ce qu'on permet, on a une grosse partie de notre portefeuille client, ce sont les éditeurs de logiciels comptables, les Sage, les CG, je les ai mentionnés, qui utilisent historiquement nos solutions Bridge pour digitaliser les processus de la comptabilité grâce à l'agrégation bancaire. Donc, le comptable a besoin d'avoir accès au relevé bancaire de son client. Avant, c'était compliqué. Maintenant, grâce à Bridge et à DSP2, en quelques clics, je peux connecter mon compte bancaire avec mon logiciel comptable. Ces acteurs-là sont les premiers à déployer les solutions d'initiation de paiement parce qu'en fait, ça permet de faciliter grandement l'ensemble des interactions de l'entreprise avec le monde extérieur pour payer les fournisseurs, payer les salaires ou collecter des paiements. Donc, au lieu à chaque fois d'avoir une espèce de vase communicant compliqué entre mes outils pour piloter mon entreprise, gérer la trésorerie, gérer la comptabilité, éditer les factures, sortir de cet environnement-là pour initier les paiements, maintenant, tout se fait de plus en plus depuis mon logiciel qui me sert à piloter toutes mes factures et toute la gestion de trésorerie de l'entreprise. Très concrètement, je sélectionne ce fournisseur, je clique, j'initie le paiement depuis l'interface. En un clic, je peux initier 200 salaires à la fin du mois. Et de plus en plus, ça devient automatisé parce que les logiciels comptables connaissent les dates à laquelle ils doivent payer les fournisseurs. Celui-là est à 15 jours, celui-là est à 60 jours. Et connaissent aussi les dates à laquelle je dois me faire payer. Donc, on peut envoyer des relances automatiques avec un lien de paiement ou un QR code pour que mon client, qui peut être une entreprise en particulier, me paye de manière très simple, sans avoir à communiquer mon RIB, sans avoir tout ce processus complexe pour payer en un clic. Comme on l'a vu, je peux payer. Donc, en fait, pour moi, il y a ces deux principales populations qui adoptent aujourd'hui massivement
l'initiation de paiement, les échanges interentreprises et tous les marchands qui ont des problématiques, des fails avec la carte, notamment des paniers élevés. Dernier cas d'usage, c'est tous les sujets d'investissement. Le crowdfunding, acheter des cryptos, investir dans les entreprises. Ce sont des montants importants. Ça se fait généralement par virement classique. C'est très complexe. La carte, là, très souvent ne marche pas parce qu'on parle de 1 000, 5 000, 10 000, voire 100 000 euros. Et eux utilisent là quasi exclusivement l'initiation de virement parce que là, ça marche. Et en plus, toute la réconciliation des flux, et ça, je n'ai pas mentionné, se fait automatiquement puisque dans l'initiation de virement, ce que nous, on permet, c'est de rajouter la référence de l'achat ou de la facture. Donc, facture 2012, achat paire de chaussures, je ne sais pas, n'importe quelle référence que le marchand ou le bénéficiaire a besoin derrière pour réconcilier automatiquement et en quasi temps réel l'ensemble de ces flux. À ça, on ajoute le SCT Inst qui arrive et qui va être déployé massivement dans les prochains mois et qui en plus va avoir un coût de plus en plus qui est similaire au virement classique. Et là, on peut imaginer toute l'innovation que va pouvoir apporter le marché. Et là, si on pense à la gestion de trésorerie qui va devenir automatisée et temps réel, c'est un big bang pour les entreprises. Les entreprises vont devenir bien plus performantes. Et j'aime à penser que des acteurs comme Bridge vont rendre les entreprises plus performantes en France et en Europe et en quelque sorte avoir un impact positif sur le PIB. Pourquoi? Parce que les entreprises vont être capables de prendre des meilleures décisions et vont avoir moins de problèmes de cash. Tout ça va se fluidifier en quasi temps réel. Donc voilà, en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été très long sur… Non, c'est parfait, Johan. Avant de te taquiner, je voulais partager quelques informations. Si l'on va outre-Manche, en Grande-Bretagne, ils sont friands de statistiques et en plus, ils les publient, donc c'est chouette. En septembre 2022, donc il y a quand même tout récemment, il y a eu donc à peu près un peu moins d'1 milliard d'appels API dans le mois, dont une très grande majorité d'appels de type AIS, donc Account Information Service, donc pour accéder aux informations comme l'évoquait précédemment Johan. Et in fine, sur ce près de milliard d'appels, il y a eu 6,6 millions de paiements successful, donc qui ont réellement abouti sur une base de 24 millions d'appels pour payer. Bon, parce qu'il y a un certain nombre, effectivement, de déperditions au gré des tests qui peuvent être, des tentatives qui peuvent être faites. Donc, in fine, 6,6 millions de paiements dans le mois contre 2,5 millions il y a un an. Donc, il y a quand même une traction qui est très importante, même si on est loin des 2 milliards de transactions cartes que les Britanniques font chaque mois. Donc, le potentiel, effectivement, est énorme, mais on a encore un gap. Alors, pour revenir à la taquinerie, entre guillemets, bon, tu parlais d'adoption massive, on n'y est pas encore. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les commerçants ne l'adoptent pas autant que tu le voudrais ou qu'on le voudrait, et les consommateurs également? Alors, aujourd'hui, il y a un déploiement massif. Donc, vous allez le voir qui va se déployer, vous allez le rencontrer le plus souvent. Comme je disais, dans les entreprises, c'est un no-brainer, donc ça va être très rapide. Notamment, il y a la facture électronique qui rajoute une pression, qui replace le paiement au centre du pilotage de l'entreprise. Donc, si on met à côté tout le déploiement massif qu'il y a dans les entreprises, parlons plutôt des marchands. Là, il faut segmenter les marchands. Comme je disais, il y a les e-commerçants et les marchands physiques. Et dans les e-commerçants, il y a le B2B et les particuliers. Je dirais que le marchand B2B, il l'implémente de plus en plus parce que de toute façon, la carte, elle n'est pas toujours adaptée. Donc, en gros, la question, c'est pour un déploiement massif ou un usage massif, il faut forcément à un moment donné rentrer et marcher sur les plates-bandes de la carte. Quel est le frein principal d'une initiation de virement vis-à-vis de la carte? Je vais vous le dire, c'est très simple, c'est la garantie de paiement. C'est d'être sûr, là, instantanément, je suis dans mon supermarché du coin, je paye avec la carte, le TPE me dit c'est OK, je peux partir. Et le marchand me laisse partir parce qu'il est sûr d'avoir l'argent. Avec l'initiation de virement, tant que le virement n'est pas temps réel, le marchand, il est espèce dans les nuages, il y a de l'argent qui circule quelque part, il se dit, bon, à un moment donné, ça va arriver, mais il n'est pas sûr à 100%. À partir du moment où il y a un instant payment qui est déployé et qui est gratuit pour le payeur, c'est-à-dire que le payeur n'a pas de coût supplémentaire, il n'y a plus de frein.
là, je suis dans mon supermarché, je scanne un QR code, je valide avec authentification forte, l'argent arrive directement sur le compte du marchand, il a la confirmation qu'il y a les fonds, en quelques secondes, il me laisse partir. Donc, en fait, pour avoir un usage massif de l'initiation de paiement par virement, quand je dis massif, c'est dans le quotidien de tous les consommateurs, il faut déployer l'Instant Payment gratuit pour le payeur. Et d'ailleurs, la Commission européenne l'a bien compris avec ce projet de règlement qui, en quelque sorte, accélère ce déploiement auprès de toutes les banques de l'initiation de l'SCT Inst en réception ou en émission avec un coût qui ne peut pas être plus supérieur au coût du virement. Je renvoie la balle, une transversale vis-à-vis de Sébastien à double titre. La première, c'est que BNP a développé une solution d'initiation de virement basée sur l'open banking, Instanea. Et la deuxième, c'est le coût effectivement du virement instantané pour le consommateur, hein, puisque ça peut être un irritant ou une friction qui perturberait le dynamisme de ce type de paiement. Quel est le positionnement de BNP en la matière? Oui, absolument. Sur le premier volet, effectivement, je ne vais pas redire ce qu'a dit et expliqué très bien Johan hein, sur la difficulté, le fait que parfois on tape le plafond effectivement de la carte et que dans ces conditions, il faut pouvoir permettre aux marchands d'aller au bout et aux clients, parce que le client veut aussi repartir avec sa cuisine, il en a besoin. Donc effectivement, BNP Paribas a aussi lancé une offre qui s'appelle Instanea, qui est déployée chez un certain nombre de retailers aujourd'hui et qui fonctionne exactement comme l'a expliqué Johan. Et on a là aussi de très bons retours. Et on se réjouit que d'avoir aussi, j'allais dire, leveragé, alors c'est un anglicisme, la DSP2. Nous, on nous attendait peut-être pas sous cet angle-là. Hein. On a ouvert nos API et je pense que pour tout le marché, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur cette réglementation. Donc, c'est quelque chose effectivement qui fonctionne bien aujourd'hui sur le marché français. La deuxième chose, oui, merci pour cette transversale. Effectivement, sur l'Instant Payment, et c'est par ça que j'ai commencé tout à l'heure, il y a un besoin d'instantanéité. Nous, on l'a bien sûr identifié. Et BNP Paribas je crois que c'était dans le courant du mois de septembre, d'octobre, on a effectivement lancé la gratuité du SCT Inst, donc du virement instantané en France pour nos clients qui sont équipés d'un forfait qui s'appelle Esprit Libre. Donc c'est une large partie de notre base client. Donc là aussi, on n'a pas attendu le projet d'amendement. D'amendement au règlement sur le virement instantané et en effet ça nous paraît tout à fait pertinent. Le SCT Inst a de grandes vertus, notamment le côté irrévocable qui permet d'accélérer un certain nombre de services et la Banque de France l'a bien repéré, il y a un écart entre je crois le chiffre de 3%, je crois en France c'est la Banque de France qui disait que le SCT Inst représentait 3% du total des SCT, alors qu'en Europe, on est à 11%. Donc, BNP Paribas, comme d'autres acteurs, on n'est pas les seuls en France, a bien entendu ça et répond à la demande de ses clients. Et on constate que, assez naturellement, à partir du moment où on place en vis-à-vis du SCT classique le SCT Inst, les clients massivement se reportent sur le SCT Inst. Après, on n'a pas envie de payer tout le monde vite. Je veux dire, voilà, il y a des paiements parfois qu'on a envie de pas de ralentir, mais ça sera jamais 100% non plus. Voilà. Effectivement, c'est une arme à double tranchant, puisque dans certains cas, effectivement, si c'est différé, on en reparlera bien sûr avec Jacques Olivier dans quelques instants, c'est aussi préférable. Mais j'ai entendu le mot API. Et j'entends aussi de ci, de là que les API ne sont pas uniformes. Parfois, ça foire auprès de certains établissements bancaires alors que ça marche très bien sur d'autres. Est-ce que ça, c'est pas aussi un irritant qui pourrait mettre à mal cette dynamique du virement initié? Donc effectivement, la connexion bancaire, je dirais, de ce qu'on fait, si c'était simple, il y aurait beaucoup plus de personnes qui s'y mettraient. C'est extrêmement complexe, notamment parce que les API sont toutes différentes, avec des fonctionnalités différentes, une documentation différente, une manière de fonctionner, des fonctionnalités qui sont parfois disponibles pour une banque mais pas l'autre. Donc en fait, c'est ça qui rend toute la connexion complexe. Et c'est notre travail, Bridge, de simplifier ça et de dire à nos clients, quoi qu'il se passe, ça va marcher. Et nous, c'est notre travail. Quand la porte A est fermée, on passe par la porte B. Et c'est tout le travail qui est très complexe
et qu'on fait depuis des années. Et cette transition des SP2 avec les API, la fallback, l'accès direct, le screen scrapping, tout ça dans la marmite, nous, voilà, c'est notre quotidien et ça ne doit pas être le problème de nos clients. En revanche, effectivement, il y a encore, je dirais, 12 mois, les API d'initiation de paiement étaient encore trop, en quelque sorte, immatures ou pas encore assez robustes pour qu'on soit capable de commercialiser auprès des marchands des solutions de paiement. Aujourd'hui, ça a radicalement changé. Les API des très grandes banques et la majorité des banques françaises, et qui couvrent, je dirais, 95% de la population française, aujourd'hui fonctionnent pour, je dirais, le use case le plus massif, c'est j'initie un paiement maintenant. Il y a encore des use cases qui manquent. Je veux initier un paiement aujourd'hui, mais pour dans 30 jours, ou je veux initier un paiement aujourd'hui qui initie 200 virements pour les professionnels, le fractionner, les différer. Ça, je dirais, il faut encore qu'on travaille avec les banques pour que l'ensemble des banques proposent ces fonctionnalités pour que nous, on puisse commercialiser ce genre d'offre et pas commercialiser une offre avec si tu es client de la banque A, ça fonctionne, et pas la client de la banque B. Donc, je dirais aujourd'hui, le paiement classique en magasin, je dirais plutôt en e-commerçant, je vais acheter une paire de chaussures, ça fonctionne. Si je veux faire 200 salaires pour mon entreprise, ce n'est pas toutes les API qui le permettent aujourd'hui. Angelo, pardon, juste une remarque, oui. Et puis après, il faut qu'on entende le son de la voix de Jacques-Olivier et de Vincent. Je ne vous oublie pas. Non, mais en rebond sur ce que dit Johan, la DSP2, on en a fait le bilan collectivement, je veux dire les établissements français. Nous, il y a un sujet qui revient assez régulièrement, c'est le sujet de la contractualisation, et on pense que c'est aussi un levier important pour aller un cran plus loin. Nous, les établissements travaillent, je pense que tu le sais, Johan, sur une évolution vers ce qu'on appelle les API premium. On a longtemps cherché un peu ce qu'il y avait derrière tout ça. Et j'invite tout le monde à suivre ce qui va se passer sur le SEPA Payment Account Access, de son SPAA pour les intimes. C'est intéressant parce que les API, tu l'as dit, sont là, elles sont ouvertes et chacun, je pense, fait de son mieux et a fait de son mieux et ça fonctionne bien. Maintenant, il faut qu'on voit où sont les attentes des clients et ce qu'on peut proposer de plus. Il y a toute une palette de choses qu'on peut faire en plus, au-delà, dans un cadre peut-être différent, dans un cadre davantage contractuel, avec des rémunérations qui sont prévues. Je pense que c'est des perspectives sur lesquelles tout le monde travaille en Europe. Et donc, je pense que l'histoire va pas s'arrêter là. J'allais dire, avant même Open Finance, on peut collectivement, et on commence à réfléchir collectivement au niveau européen sur des nouveaux use cases et dans un environnement différent. Voilà, c'était juste pour... Pour donner un exemple du mariage entre l'instantanéité et le différé, vous avez peut-être entendu parler du succès d'une solution de paiement instantané qui s'appelle Pix au Brésil. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 130 millions d'usagers sur une population de 215 millions et ça représente 1,7 milliard de transactions par mois, donc des volumétries tout à fait substantielles. Et bien tout récemment, certains établissements proposent Split Pix, à savoir que la personne envoie effectivement son virement instantané au bénéficiaire, mais en fait, il le paye en X split, moyennant d'ailleurs finance, moyennant argent, à savoir que ça lui coûte. En tout cas, c'est une façon d'utiliser les vertus de ces deux mondes. Alors, parlons de paiement ralenti. Je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, il y a un acronyme qui est devenu extrêmement célèbre ces dernières années, le BNPL. Et Jacques Olivier, tu es l'expert du sujet, même si tu n'es pas le seul à en faire, bien entendu. Mais en tout cas, merci de nous parler de ce sujet et puis de ce que fait Pledge pour le mettre en musique. Avec plaisir. Merci beaucoup de ton invitation. Effectivement, BNPL, Buy Now, Pay Later, c'est les problématiques qui viennent d'être évoquées. On a des montants qui sont un peu trop hauts et donc des taux d'acceptation qui, plus le montant monte, plus ça va être compliqué. Pour des raisons de plafond carte, mais aussi très souvent, c'est quand même la question de base et on en revient à ce que dit Sébastien, c'est regardons le consommateur et c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte du consommateur. Ou en tout cas, pas suffisamment pour pouvoir
faire un paiement du montant de 1 500, 2 000, voire même parfois 500 €. Malheureusement, avec l'inflation qui monte, avec le coût de l'énergie, on est dans une situation qui se complique pour beaucoup de Français. De pouvoir justement avoir des taux d'acceptation qui s'améliorent très grandement, c'est simplement de se dire je vais payer en plusieurs fois. En fait, mon achat parce que ma voiture est en panne et j'ai pour 600 € ou 1 000 € de réparation, de pouvoir finalement payer en 4 fois 150 €, c'est quand même beaucoup mieux pour les gens qui n'ont pas trop les moyens que de se dire il faut que je sorte 600 € d'un coup, parce que c'est pas possible pour tout le monde de sortir 600 € d'un coup. Donc c'est là qu'intervient effectivement le BNPL, la capacité de faire ou alors du paiement différé. Et là, on a plusieurs catégories d'usage. Ça peut être payé à 15 jours parce que les e-commerçants se rendent compte que très souvent, les gens ont de l'argent en début de mois et que donc, en début de mois, on a énormément de consommation. Mais par contre, sur la deuxième quinzaine du mois, les gens ont malheureusement un peu moins les moyens et la consommation baisse. C'est notamment une solution pour pouvoir aider, pour pouvoir avancer, puisque le principe du BNPL, c'est le consommateur final payera plus tard ou payera en plusieurs fois, mais le marchand, lui, a une garantie à 100% d'être payé tout de suite. Et tout de suite, ça peut être ou alors par virement, ou alors directement même dans son PSP, c'est-à-dire dans son outil de paiement habituel via des cartes qui ressemblent à ces cartes habituelles. Donc Pledge a été fondé en 2016, pour parler 2 minutes de nous, sur la base du paiement partagé. L'idée au départ, c'était de dire, dans les compagnies aériennes, on a parfois envie de partir à 5 ou 6 et d'être assis les uns à côté des autres. Donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y en ait un qui fasse la réservation et qui paye pour tout le monde. Il y a plein de solutions de paiement partagé après coup. Nous, on avait créé une solution de paiement partagé avant, c'est-à-dire de faire en sorte que on fasse payer les différentes personnes avant même d'avoir débité, in fine, la carte de celui qui va faire la réservation. Ce qui fait que quand vous partez en enterrement de vie de garçon ou autre, vous pouvez être les uns à côté des autres. Ça s'est développé, mais ça n'a pas fait les volumétries qu'on attendait. Et donc, sur cette même technologie, on a rajouté un algorithme de scoring qui va s'appuyer sur 200 points liés à l'utilisateur, à la fois à de la partie technologique, à la fois à des éléments liés à votre numéro de téléphone, à votre adresse email et bien évidemment à votre moyen de paiement. Tout ça dans un scoring qui va apprendre tous les mois, de telle sorte qu'on puisse donner une note à chaque transaction potentielle sur le site du e-commerçant et que cette note nous permettra de dire est-ce que oui ou non on prête l'argent. Et si on prête l'argent, instantanément, on paye le e-commerçant d'un côté et de l'autre côté, on va dans une expérience qui est extrêmement fluide. C'est ce qui a fait que le BNPL a beaucoup plus fonctionné que certaines choses d'avant où il fallait remplir des papiers, il fallait envoyer une copie de sa carte d'identité, etc. Là, vous avez ça directement au moment du paiement. Plus d'ailleurs, vous allez communiquer tôt sur le fait que vous pouvez payer en plusieurs fois ou que vous pouvez payer plus tard. Plus vous aurez une augmentation de votre taux d'acceptation, plus vous aurez une augmentation de votre panier moyen, plus vous aurez une augmentation de votre fidélité, parce que c'est tout ça ce qu'apporte le BNPL dans une expérience utilisateur qui est extrêmement fluide, puisqu'on ne va pas redemander des datas au consommateur final, on va faire en sorte qu'il puisse le faire avec les éléments d'information qui vont bien, c'est-à-dire on va lui dire attention, ça reste, vous vous engagez à rembourser, si c'est du 4 fois, le mois prochain, dans 2 mois et dans 3 mois, tel montant. Mais sans avoir à passer sur de la documentation, sur des justificatifs, etc. Donc voilà, le BNPL, ça a permis ça. Si on donne quelques chiffres, c'est passé en gros de 1% à 4% de 2018 à 2021. Et là, aujourd'hui, on constate déjà 44% d'augmentation year on year entre 2021 et 2022. Les experts pensent que le marché mondial pourrait atteindre rapidement d'ici 2028, donc dans 5 ans, 2400 milliards de dollars de transactions. Donc une croissance phénoménale, encore multipliée par quasiment une dizaine dans les années qui arrivent. Voilà en gros pour les quelques chiffres, et effectivement pour dire que par rapport à ce qu'on se disait, c'est une solution qui permet justement
d'améliorer énormément dans les paiements, la capacité d'accepter, la fluidité et l'expérience utilisateur. Et pour que ça marche, il y a quoi sous le capot de Pledge pour faire en sorte qu'en l'espace de quelques secondes, un Kidam arrive, donne peu d'informations et puis peut payer en 3-4 fois en moins de 90 jours si on veut être en deçà de la législation sur le crédit à la consommation? Alors, il y a plein de choses. Déjà, on en parlait, on fait appel à des partenaires hein, et Johan disait on travaille ensemble. Nous, ça va nous permettre de pouvoir, dans certains cas, valider effectivement l'open banking, valider que la personne à qui on va prêter de l'argent, parce qu'in fine, quand bien même c'est une facilité de paiement, ça reste de l'argent qu'on prête pendant un temps très court, ça va nous permettre de valider que la personne a bien des revenus suffisants pour pouvoir et des charges qui sont maîtrisées pour pouvoir payer ses échéances. Parce que quelque part, à la fin, c'est ce qu'on attend à la fois pour nous, pour le marchand, même si le marchand, lui, derrière, ne prend pas de risque, et pour lui, parce qu'on ne veut surtout pas que les clients se surendettent. Ensuite, c'est une facilité d'intégration extrêmement simple chez le e-commerçant. Globalement, on est intégré dans les CMS. Alors, les CMS, c'est les outils qui permettent de faire, pour la plupart, des sites Internet de e-commerce. Donc, on va s'intégrer là-dedans pour pouvoir facilement rajouter un bouton. Hein, c'est un projet qui prend 1 semaine ou 2 semaines, pas plus. Rajouter un bouton ou des boutons sur les différentes facilités de paiement. On va être intégré également dans les PSP pour pouvoir générer des cartes virtuelles, ce qui fait que les équipes administratives et financières des marchands ne vont pas avoir de changement. C'est-à-dire qu'un achat de 120 €, il y aura une carte virtuelle de 120 € en face. Et Johan en parlait, de temps en temps, la grosse difficulté, c'est d'arriver à faire du rapprochement, de se dire, ah oui, mais attends, si j'ai des fichiers comme ça à rapprocher, comment est-ce que je fais? Là, une carte égale une carte, donc pas de changement de process, extrêmement simple à faire pour les marchands. Après, pour le consommateur final, très clairement, sous le capot, il y a la fameuse partie de scoring, donc un algorithme de machine learning, encore une fois, qui s'appuie sur 200 points, dont des points d'identité digitale qui sont des points extrêmement significatifs pour nous et qui nous permettent effectivement de donner des notes qui sont très précises sur la capacité de recouvrement, mais aussi de lutte contre la fraude. On a aussi des partenaires d'ailleurs sur cette partie-là, lutte contre la fraude, pour pouvoir nous aider, pour dire, ah, tiens, attention, telle carte risquée, n'y allez pas, elle a déjà été fraudée ou autre. C'est un univers, l'univers FinTech, globalement, c'est un univers d'API où on va se connecter à énormément de partenaires et c'est justement cette capacité à pouvoir très rapidement mettre des partenaires en plus, se connecter à une base de sanctions qui s'appelle WorldCheck, se connecter à un système de KYC qui s'appelle Hubble, parce que de temps en temps, on va quand même vouloir vérifier, on est sur des très gros montants, une identité. Ça va être, sans faire de pub pour les uns ou pour les autres, mais c'est cette capacité à pouvoir justement orchestrer énormément énormément d'acteurs. Et ensuite, derrière, de pouvoir faire toute la continuité, c'est-à-dire d'envoyer des mails aux clients pour leur rappeler qu'attention, dans 2 jours, on va débiter ta carte, pour pouvoir, le cas échéant, parce que de temps en temps, ça arrive quand même, dire aux clients, attention, on n'a pas pu débiter ta carte il y a 2 jours alors que c'était prévu, on va réessayer, merci de nous contacter au service client pour voir si jamais tu as des problèmes pour pouvoir nous payer, voir comment est-ce qu'on peut mettre en place les choses. On travaille avec une association qui s'appelle Crésus, d'ailleurs, là-dessus, qui nous aide aussi à lutter contre le surendettement. Donc voilà un peu, et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ça permet d'avoir des résultats qui sont extrêmement bons, une expérience qui est extrêmement fluide et qui fait que les clients sont très contents de passer par cette expérience BNPL parce que c'est un bouton. Et qui paye in fine? Alors ça dépend. Là aussi, on est très flexible. Ça peut être partiellement le client final, dans la limite du taux d'usure, hein, puisque en France, on est limité de ce point de vue-là. Ça peut être le marchand ou ça peut être un mix des deux. En fait, comme on est partenaire du marchand, puisque nous, on ne récupère pas la data du client final pour d'autres raisons que de les scorer et de faire le BNPL, le marchand est très ouvert à partager énormément de choses avec nous. Et donc, ça permet d'avoir une relation sur laquelle lui va pouvoir nous dire, bah, tiens, ouais, là, je voudrais faire ça, mais c'est Black Friday, par exemple, je voudrais faire du sans frais. Donc, pendant 15 jours, je prends moi-même tous les frais. Ensuite, on remet une partie des frais sur le client. Bien évidemment,
Si c'est gratuit, ça marche beaucoup mieux, hein. On en parlait pour la partie initiation de paiement et les virements instantanés. Bah, quand c'est gratuit, les gens cliquent dessus sans même se poser de questions. Quand c'est payant, bah, on se dit plus. On peut attendre une journée pour avoir son virement. Le BNPL, c'est exactement pareil. On voit une augmentation significative quand c'est payant, mais encore nettement plus significative quand derrière, c'est gratuit pour le client. Alors, j'ai quelques anti-sèches et notamment une qui est bien tombée puisque le 4 novembre dernier, Honnet, un des acteurs aussi historiques du 3-4 fois CB, comme on l'appelait naguère, et du BNPL, c'est plus chic aujourd'hui, a publié un baromètre dont je vais vous livrer quelques extraits, baromètre sur le mieux consommé en Europe. Et donc, quelques chiffres, 38% des Européens envisagent de payer leurs achats de biens et services en plusieurs fois dans les 6 mois qui viennent. Alors, les secteurs concernés, c'est informatique et high-tech, les meubles, la décoration, le voyage et le tourisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers des consommateurs choisit à présent son point de vente en fonction de la possibilité de payer en plusieurs fois. Et 1 sur 2, ce qui n'est pas rien, annonce qu'il est prêt à renoncer, reporter ou même aller chez un concurrent s'il ne peut pas payer en plusieurs fois. Et comme tu le disais précédemment, le contexte économique tendu va sans doute accélérer la propension des consommateurs à aller vers ces modes de paiement. Alors, on en vient naturellement à toucher du doigt un point sensible, c'est la réglementation, puisque le régulateur aussi a ouvert le capot et se dit, tiens, il y a parfois des dérives potentielles ou des dysfonctionnements, et il n'est pas exclu que la réglementation en vigueur change. Qu'en penses-tu? Et je passe aussi le mot à Sébastien, puisque BNP a fait l'acquisition de Floa, un autre leader très important du PNPL. Comment accueilleriez-vous cette évolution potentielle de la réglementation? Alors, ça dépend déjà beaucoup de quelle sera cette évolution. En fait, le régulateur, lui, voit qu'il y a eu, et notamment, on a parlé du clarnage au Royaume-Uni, il y a eu des abus sur le BNPL. Donc, de se dire, attention, on ne voudrait pas que le BNPL soit lié à des risques de surendettement. On pourrait essayer de le rapprocher du crédit conso, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Le crédit conso, à partir d'un certain moment, on entre dans une réglementation qui est différente, dans laquelle on va demander aux gens leurs revenus et leurs charges, dans laquelle on pourrait avoir une identification qui serait plus importante, dans laquelle on pourrait faire appel à des fichiers, hein, le FICP en France, puisqu'aujourd'hui la France c'est un des seuls pays à ne pas avoir de crédit de bureau, donc de fichiers dans lequel les gens vont être classés pour dire est-ce que oui ou non vous savez bien rembourser. Donc ça sera différentes options en plus de devoir potentiellement avoir ou non un agrément. Aujourd'hui, nous, on est prêt, quelle que soit la solution qui sera mise en place. Effectivement, on disait de pouvoir voir s'il y a un risque de surendettement. Typiquement, l'open banking, c'est un super cas d'usage pour ça. La partie AISP, c'est la personne vient et nous dit peut-être à partir de certains montants, etc., il faudra voir ce que ça dira. Mais si on dit il faut que vous vous assuriez que le consommateur qui est en face de vous, tel que c'est le cas dans le crédit conso, n'a pas forcément de risque d'être surendetté. Il suffit d'avoir accès à son compte de façon, encore une fois, confidentielle et sécurisée, de se dire, OK, ses revenus, c'est ça, ses charges, c'est ça, ses charges récurrentes, etc. Son reste à vivre, ça donne ça. À partir de ce moment-là, on peut y aller assez facilement. Donc, si ça va dans ce sens-là, effectivement, nous, on est déjà aujourd'hui prêts. Et je dirais, quelles que soient les évolutions que pourrait prendre cette réglementation, et encore une fois, après, il faut voir comment elle sera descendue en France, mais nous, on sera prêts à pouvoir le faire. Et comme je pense, la plupart des acteurs du BNPL aujourd'hui, puisque ça fait partie des options que chacun peut brancher assez facilement si nécessaire. Un mot, Sébastien, sur le sujet, avant que je passe la parole à Vincent qui a durablement patienté et que je remercie par avance. Non, mais je ne vais pas faire un copier-coller de ce que vient de dire Jacques-Olivier. Je pense qu'il a tout dit. Quand on a acquis Floa, nous, c'est une solution supplémentaire. On a déjà des solutions de financement pour nos clients. Là, c'est un contexte différent parce que Floa se déploie aussi auprès des marchands directement. On va effectivement prendre en compte les réglementations, bien évidemment, et pour être un partenaire responsable de nos clients, hein, qu'ils soient des clients bancaires qu'on a déjà ou des clients
finalement de nos marchands. Donc voilà, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit très bien Jacques-Olivier. Merci. Peut-être juste un tout petit mot pour conclure, effectivement, et pour ouvrir le sujet d'ailleurs, puisqu'on a aussi parlé des relations B2B. Aujourd'hui, on pense vraiment aussi que la partie B2B2B, en fait, que les commerçants que ça soit sur des marketplaces ou sur des sites de e-commerce, vont pouvoir proposer la même chose pour pouvoir gérer beaucoup mieux sa trésorerie en termes de BNPL, donc du paiement à 30 jours, du paiement à 60 jours, avec la garantie, bien évidemment, pour le vendeur qu'il touchera le cash tout de suite, que ça sera scoré et qu'il n'y aura pas de problème derrière pour lui. Ça va encore exploser beaucoup plus dans les années qui arrivent, encore probablement beaucoup plus que le B2C. Eh bien, que de belles perspectives. Vincent, merci à nouveau d'avoir sagement patienté. Tu es à la tête d'une belle coalition bancaire, Pélib, dont BNP d'ailleurs était un des actionnaires initiaux et qui a été rejoint par la communauté bancaire. Alors, parle-nous du Pélib d'aujourd'hui et du Pélib de demain, notamment à forte dose d'instantanéité, puisque beaucoup de virements instantanés transitent, je crois, par Pélib. Tu es en mute. Voilà, bonjour à tous. Effectivement, après le BNPL, le virement instantané, c'est d'ailleurs intéressant de voir que finalement, l'échelle de temps s'est distendue. Avant, il y avait le virement à J+1 ou la carte à fin de mois. Alors, il y avait quand même une petite subtilité. On avait le débit immédiat ou la carte fin de mois. Mais en fait, on voit que finalement, le range il s'est complètement élargi. Maintenant, on fait du tout de suite, du plus tard, du en plusieurs fois. Enfin bon, voilà, ça s'est en fait vraiment diversifié. Donc, je crois là-dessus qu'il n'y a pas une volonté des consommateurs de payer tout de suite ou de payer plus tard. Il y a, selon les cas d'usage, voilà, il y a des cas où on a envie de payer tout de suite. Et les cas d'usage qu'on voit dans Pélib, c'est ça. Hein, quand on a Pélib a existé pour le paiement entre amis avant le virement instantané. Hein. Au début, on était sur virement classique. Et puis, quand c'est généralisé en France, le virement instantané, on a basculé sur le virement instantané et ça a accéléré l'adoption. Les cas d'usage de Pélib entre amis sont très favorables à l'instantanéité. Mais bon, avec Pélib entre amis, c'est pas tellement qu'on achète une cuisine, quoi. Voilà, on n'est pas tellement dans ces cas d'usage-là. On est dans des cas d'usage, typiquement, je suis au restaurant, je rembourse un ami, mon fils prend des cours de maths avec un étudiant, je paye l'étudiant avec un Pélib. Voilà, on est plutôt dans ces cas d'usage de l'argent qui vit, de l'argent qui circule, de l'argent au quotidien. Donc, on est plutôt sur des cas d'usage qui se substituent au cash ou alternativement, on faisait parfois des chèques pour ça. Et finalement, c'est une forme de dématérialisation du cash ou du chèque, en plus avec cette capacité de le faire à distance. Mais du coup, on n'est pas sur les cas d'usage, je pense, du BNPL. On a quelque chose de très complémentaire par rapport à ça. Pour vous donner quelques éclairages sur Pélib aujourd'hui, j'ai envie de dire que Pélib, notamment son produit phare qui est le paiement entre amis, qui est du coup sur un sous-jacent SCT Inst, est celui qui a la courbe d'adoption la plus vertigineuse, puisqu'on est sur des taux de croissance de plus 150%, donc ça fait du x2,5 à l'année. Ça veut dire qu'on fait un facteur 10 entre tous les 2 à 3 ans. Voilà, c'est le rythme que l'on prend. Donc des choses les courbes en exponentielle, on les a connues pendant l'épidémie Covid. C'est des notions qu'on a parfois un petit peu du mal à appréhender, mais il faut vraiment se dire, voilà, on est sur des facteurs 10 à échelle typiquement de 2 ans et demi. Donc c'est des choses qui passent du monde imperceptible au monde très fort en finalement assez peu de temps. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, aujourd'hui Pélib, on a 30 millions d'inscrits, donc c'est à peu près le double de ce qu'il y avait il y a 2 ans, puisqu'on était à 15 millions il y a 2 ans. Le taux, là-dedans, pour vous donner quelques éléments au niveau transactionnel, c'est plus d'1,5 milliard d'euros échangés sur la dernière année. Donc ça commence à devenir des montants significatifs.
Et c'est aujourd'hui, alors il y a 2 ans, on était sur, on va dire, principalement les grandes banques françaises, qui étaient par ailleurs nos actionnaires. Aujourd'hui, on se déploie au-delà. On commence à avoir des projets de déploiement en cours avec des néobanques. Et en fait, beaucoup de banques, soit de banques, alors, pardon l'expression, mais ça n'a rien de péjoratif, de banques secondaires ou de banques alternatives ou de néobanques, en fait, voient en Paylib le fait d'inscrire leur clientèle dans ce qu'on appelle dans les banques traditionnelles la banque au quotidien. Il y a parfois des banques qui, en fait, sont construites plutôt sur des propositions de valeur d'épargne ou de crédit conso, ou voilà, donc des banques qui étaient un petit peu des banques spécialisées et adressant le grand public néanmoins, qui aujourd'hui réfléchissent à comment transformer cette base clientèle, qui était plutôt à base d'assurance, de crédit conso ou d'épargne, vers une relation plus intense dans le lien qu'elles entretiennent avec le client. Et ça passe par ce qu'on appelle la banque de flux ou la banque au quotidien, et donc d'équiper leurs clients de moyens de paiement au quotidien. Et Paylib en fait clairement partie, puisque Paylib, on est vraiment dans l'usage très dans l'usage au quotidien, dans l'usage de l'utilisation légère, je sais pas très bien quel mot employer, dans l'argent qui vit. Et typiquement, on est un peu un symbole de ce mouvement pour certaines néobanques qui du coup se rapprochent de nous et avec qui on commence à mettre en œuvre des projets de déploiement. Bon, les projets de déploiement d'une solution type Paylib, ça nécessite quelques prérequis, notamment le virement instantané. Et puis, bon, il y a quand même un petit peu de tringlerie et de sécurité à mettre en place, qui fait que c'est des projets quand même qui se conçoivent sur des échelles de temps de 3 à 6 mois, mais sur lesquels voilà, on commence à avoir un effet maintenant d'adoption d'établissements au-delà du simple actionnariat Paylib. Voilà pour vous donner quelques éléments. Et Paylib entre amis, donc c'est bien gratuit. Et Paylib entre amis est gratuit, tout à fait. Il l'a toujours été. Alors, Johan parlait tout à l'heure d'un projet de règlement européen donc, qui a été adopté par la Commission européenne le 26 octobre. Alors, à ce stade, c'est un projet. Ça devrait probablement entrer en vigueur à horizon 12 mois. Alors, dans ce projet de règlement européen, il y a 2 éléments fondamentaux. Il y a le fait que les virements instantanés ne doivent pas être facturés différemment des virements classiques. Donc, quelque part, ça fait du virement instantané le nouveau normal. Et puis, deuxième facteur, c'est l'obligation pour l'ensemble des banques européennes de déployer le virement instantané. Parce qu'en France, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais en France, c'est à peu près toutes les banques qui sont aujourd'hui compatibles au virement instantané, en tout cas toutes les grandes. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays d'Europe. Et paradoxalement, on cite souvent la France comme en retard sur les virements instantanés. En fait, si on regarde de plus près, on voit que c'est pas le monde du particulier qui est à la traîne, c'est plutôt le monde corporate. Et notamment dans le monde corporate, il y a aussi tout le monde administration qui n'a pas encore basculé sur le virement instantané. Or, en France, on est un pays où il y a énormément de prestations sociales, entre remboursement de sécurité sociale et prestations CAF, vieillesse, etc. Donc, on a en fait un nombre de virements d'origine étatique, ou d'origine étatique ou collectivité locale, enfin en tout cas de l'administration en général qui est très fort. Et justement, il y a un potentiel là-dessus. En tout cas, ce règlement de virement sur le virement instantané, alors certains pensent que comme Paylib est gratuit, si les autres virements instantanés deviennent gratuits, ça pourrait pénaliser Paylib. Alors, bien au contraire, en fait, aujourd'hui, quand on interroge nos clients, on voit qu'ils ont aujourd'hui, malgré la gratuité dans Paylib, ils ont une certaine appréhension sur l'existence d'un coût. On a beau leur expliquer que c'est gratuit, comme ils entendent que par ailleurs, il y a du virement instantané payant, en fait, c'est plutôt aujourd'hui un frein. Alors, ce n'est pas un frein avéré, c'est un frein perçu dans la tête des clients, mais la perception, c'est ce qui fait l'adoption. Donc,
Aujourd'hui, le fait qu'on aurait un règlement qui rentrerait en vigueur et qui dirait le virement instantané est véritablement gratuit, quels que soient les cas d'usage, en fait, ça a plutôt un caractère rassurant et ça sera plutôt plutôt un vecteur d'accélération de l'usage encore du virement instantané. Voilà, donc nous, on accueille au contraire dans le bon sens. On n'a pas l'impression de perdre un facteur différenciant, bien au contraire. Et donc, le C2C, donc c'est l'usage majeur aujourd'hui, mais je crois que Paylib songe ou a déjà mis en place du C2Pro, voire d'autres. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, le cœur de Paylib entre amis, c'est clairement le C2C. On avait regardé en 2019, dès 2019, je rappelle qu'on a lancé le C2C fin 2018, et très vite derrière, on s'est dit, on va étendre sur des cas d'usage professionnels. Et en fait, on a décidé à l'époque de ne pas lancer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en interrogeant la clientèle professionnelle, elle nous a dit plusieurs choses. La première, c'est qu'elle était très intéressée par le dispositif, mais qu'elle ne comptait le mettre en place que lorsque le professionnel lui-même, à titre personnel, était lui-même utilisateur de Paylib et qu'il voyait, on va dire, sa clientèle autour de lui faire des Paylib. En clair, le professionnel, il dit, moi, je sais pas, je suis boucher ou je suis prof de yoga. Mon métier, c'est de faire des cours de yoga, c'est pas d'expliquer aux gens comment adopter des nouveaux moyens de paiement, pour faire à peu près simple et court. Et donc, on a décidé d'attendre tout simplement que l'adoption de Paylib entre amis C2C soit véritablement en place pour véritablement proposer des choses sur le monde professionnel. Aujourd'hui, on a atteint cette maturité et en fait, on a déjà aujourd'hui, de manière très naturelle, des usages. Alors, c'est un peu des usages en périphérie du C2C, puisqu'on le voit se développer plutôt sur un univers auto-entrepreneur notamment. Mais aujourd'hui, on a quelques pourcents. Voilà, pour vous donner un chiffre, dans l'ordre de grandeur, c'est à peu près de l'ordre de 2% de nos transactions qui se font en fait dans des cas d'usage professionnel. On voit bien que si on accompagne le mouvement, le 2%, il devrait assez raisonnablement passer autour de la dizaine de pourcents. Et c'est des cas d'usage qui ont évidemment beaucoup plus de valeur économique que ne l'ont les usages C2C, puisque les usages C2C sont plutôt des usages qui substituent le cash ou le chèque. Donc, le modèle économique du C2C est plutôt un modèle économique d'économie, d'évitement de coûts de filière cash ou espèces pour nos actionnaires bancaires et de praticité et de protection des données personnelles pour la clientèle d'utilisateurs. En revanche, dans l'usage C2Pro, là, on est plutôt sur des cas d'usage à valeur ajoutée, des choses qui aujourd'hui ont, alors avec un modèle économique qui a certaines ressemblances avec le paiement carte, c'est-à-dire qu'on arrive à transposer dans l'univers du modèle économique, dans l'univers du SCT Inst, des modèles économiques qui ont une économie par le monde de l'encaissement, des modèles qu'on connaît bien dans la carte avec les modèles d'acquisition, acceptation, etc. On arrive à transposer un modèle économique de la sorte parce qu'on est dans des fonctionnements complètement contractualisés. Et ça, c'est un petit peu le savoir-faire d'acteurs interbancaires comme Paylib, d'arriver à fédérer différents acteurs pour mettre en place un scheme avec un modèle économique pertinent et où tous les acteurs s'y retrouvent, les banques, les acteurs retail et évidemment les utilisateurs finaux. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire monter en puissance et d'accompagner. Plutôt aujourd'hui sur des usages petits professionnels, mais on commence à regarder également des cas d'usage avec du monde marchand plus structuré.
je viens de dire, là, c'est un petit peu plus embryonnaire. D'accord. Merci Vincent. On a abordé parfois en filigrane ou directement l'Europe, sa réglementation, voire, diront certains, sa souveraineté. Et donc, on ne peut pas ne pas parler de EPI ou de l'euro numérique. On sait que le EPI n'a pas eu un parcours calme. Bon, qu'auriez-vous éventuellement envie de dire? Je lance volontiers la parole à Vincent, Sébastien ou Florian, d'autant plus que BNP et Worldline sont actionnaires de pays. Nous, en tout cas, avant de passer la parole, nous, on reste très mobilisés sur EPI. EPI, aujourd'hui, donc le fait de faire un EPI carte est quelque chose qui a été abandonné, en tout cas à court terme. On est aujourd'hui plutôt sur un EPI SCT Inst, donc dans quelque chose qui a vocation pour nous à être le prolongement de Paylib en France. Voilà, donc voilà, c'était quelque chose que je tenais à souligner, c'est que nous, on y croit à cette dimension-là et on la soutient et on a vocation à converger vers cette solution en faisant comme il faut la transition de marque, les transitions de processus, les transitions de plateforme là où il faut, comme il faut, et dans les timings qu'il faut. En tout cas, retenez une chose, c'est que l'usage de Paylib de demain, l'usage d'EPI, de demain, c'est ce qu'on construit aujourd'hui à travers Paylib aujourd'hui. Oui, un petit mot de mon côté. Donc, effectivement, il y a un recentrage de pays sur le wallet. Moi, là-dessus, je pense qu'il faut avoir peu d'état d'âme. C'est-à-dire que dans un environnement qui est très mouvant, j'ai commencé par dire ça avec ma métaphore du mal de mer, là. Mais dans un environnement qui est très mouvant, il y a un move, entre guillemets, qui ne pose pas de questions, notamment pour un établissement comme le nôtre, c'est d'investir sur l'interface, donc sur le wallet. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est quelque chose qui est pensé comme universel, c'est-à-dire un wallet, ça peut traiter de la carte, ça peut traiter du SCT Inst, ça peut traiter, et c'est important, l'euro numérique. Moi, j'ai trouvé intéressant que Pays soit candidat pour réaliser le prototype de l'interface utilisateur de l'euro numérique. Ça dit des choses, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement agnostique finalement des moyens de paiement qui sont derrière, et c'est l'interface privilégiée. Donc que Pays poursuive sous cette forme de wallet ses travaux, c'est une gestation difficile, hein. Faut quand même mesurer l'ampleur de la tâche et de l'ambition initiale. C'est un énorme travail de tout le monde. Mais vraiment, le message, il est positif parce que c'est le wallet qui compte. Le travail que faisons en France, il y a des success stories, un certain nombre qui sont locales aujourd'hui, hein, et c'est ça. Et donc, arriver à avoir quelque chose d'européen, c'est une belle ambition et qui se maintient. Et vraiment, c'est des investissements raisonnables et rationnels pour des banques, notamment, qui veulent garder le contact avec leurs clients. Pourquoi ? Parce que l'alternative demain est peut-être c'est intéressant qu'Amazon soit aussi sélectionné pour être un prototype, pour prototyper l'euro numérique. Donc il y a aussi un enjeu de souveraineté et que le pays se positionne là-dessus, c'est une très bonne chose. Voilà. Indépendamment de ce qu'on pense sur l'euro numérique. L'Europe pourrait choisir ses discounts, ça n'aurait pas fait de mal. Ouais, c'est vrai. Peut-être juste un point, c'est vrai que nous, chez Worldline, on est convaincus que de toute façon, il faut contribuer à consolider cette Europe des paiements. Aujourd'hui, en fait, on a un espace européen où les gens circulent librement, où il y a de plus en plus de mixité. Là, on l'a vu cette année sur nos plateformes. Il y a eu énormément de tourisme en Europe, en fait, donc des gens qui voyagent. Donc le consommateur, il est européen. Le marchand, il est aussi européen, parce qu'en fait, on a des champions français qui font du business partout en Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, et ainsi de suite. Et donc, à un moment, avoir une Europe des paiements qui reste fragmentée, c'est contre-productif pour nous tous, en fait. Donc, je pense que c'est intéressant, toutes ces démarches de standardisation,
d'interopérabilité. Voilà, quand on va, par exemple, moi j'étais au Portugal cet été, en fait, il y avait l'équivalent de Peli pour aller payer sa boisson sur la plage. Bah, malheureusement, en fait, je ne l'avais pas. Peut-être que demain, grâce à EPI, grâce à l'euro numérique, on aura tous les citoyens européens un wallet interopérable qui va nous permettre de faire des échanges peer-to-peer pour aller payer une bouteille d'eau sur une plage ou voilà, mais quand je vais en Pologne, aller payer directement avec mon wallet dans un grand magasin en fait. Donc je pense que de toute façon, il faut qu'on aille vers ça. Et donc pour motoriser tous ces services à vocation européenne, ou en tout cas à la main de l'Europe, puisque l'on parle parfois de dépendance vis-à-vis des Américains, de dépendance vis-à-vis des Chinois, les ingrédients existent ou faut-il éventuellement en inventer d'autres? On a la DSP2, l'open banking, le virement instantané, l'initiation de paiement, le request to pay. Est-ce que c'est avec tout ça qu'on fera notre souveraineté européenne de demain? Je lance la question à nos... Je peux réagir là-dessus. Je pense que côté réglementation, maintenant, on a largement ce qu'il faut. Côté Commission européenne, d'ailleurs, l'enjeu, vous savez que le Parlement, il y a eu adoption du règlement du Digital Market Act qui pose un véritable, une pierre angulaire à la souveraineté digitale en Europe pour la réglementation, puisque c'est une réglementation qui régule ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire les acteurs qui ont les gatekeepers, donc les contrôleurs d'accès, ils disent en français, notamment les systèmes d'exploitation et les grandes plateformes. Donc la réglementation, elle est en place. Maintenant, l'enjeu, c'est que les effectifs, notamment à la Commission européenne, passent d'une modalité où ils écrivaient des textes à maintenant une modalité où ils les appliquent. Donc il faut bien être vigilant sur le fait que la Commission européenne se dote de moyens pour maintenant faire appliquer les réglementations qu'elle a pondues et pas être dans une vague de réglementation à outrance, alors que les fondamentaux réglementaires, maintenant, ils sont là. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu au niveau européen pour la dimension réglementaire. Et il y a une autre dimension qu'il ne faut pas négliger, et ça c'est valable pour le paiement, mais pour tout l'univers digital au sens large, c'est la commande publique. Si aujourd'hui on a en face de nous des grands acteurs américains ou chinois, ces acteurs-là, alors la Chine et les États-Unis, c'est vraiment deux modalités de fonctionnement très différentes dans le système politico-économique. Pourtant, il y a des grands points communs. Il y a une très forte collaboration entre la recherche et le privé, entre la recherche et l'industrie dans ces deux grands continents. Et, deuxième facteur, la commande publique favorable aux acteurs du continent est extrêmement puissante. Les États-Unis, on le présente souvent comme un pays ultralibéral, mais non, attendez, c'est d'abord un pays qui sert ses intérêts en termes de commande publique. Si je prends par exemple SpaceX, ça a existé et ça a le poids que ça a aujourd'hui parce que la commande publique américaine a été extrêmement puissante. On parle de plusieurs milliards de dollars d'achat de commandes publiques vers SpaceX. Et ça vous lance un acteur. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'en Europe, on fait moins bien. Voilà, je ne parle pas spécifiquement pour Pélib, nous, on n'est pas tellement concernés par ces problématiques de commande publique, mais je pense qu'entre réglementation et commande publique, et surtout mise en œuvre de la réglementation, on aurait ce qu'il faut pour que l'Europe soit véritablement souveraine dans le digital et les paiements en particulier. D'autres points de vue sur ce sujet? Moi, je peux peut-être réagir. Je pense qu'on a aujourd'hui, tout est disponible, hein, la technologie, les réglementations, les usages, ils sont fluides aujourd'hui. Il y a des attentes fortes de la part des consommateurs et des marchands. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la volonté. C'est la volonté de le faire et de le faire ensemble entre Européens. Et pour avoir la volonté de le faire, il y a un truc qu'il faut qu'on craque, c'est le business économique, enfin le business model du paiement avec les nouveaux acteurs.
Et notamment avec les nouveaux usages, ici je pense à mon métier, le paiement par virement, quel est le business model pour les banques? Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de business model pour les banques… Vincent, je ne sais pas si c'est le bruit qu'on entendait tout à l'heure. Si tu voulais bien te mettre en mute, je ne sais pas si ça changera. Merci beaucoup. Yes, merci. Tant qu'il n'y a pas de business model clair pour les banques avec un paiement par virement ou un nouveau moyen de paiement, il n'y aura pas d'adoption massive parce que les banques ont des rôles clés, en quelque sorte, des passages clés qui, si on n'a pas les banques qui sont moteurs, ça n'arrivera pas. Et on a beau mettre toutes les réglementations, on a beau mettre tout ce qu'on veut, et on l'a vu avec la DSP2, tant qu'il n'y a pas une volonté des acteurs bancaires de le faire, ça n'arrivera pas. Et donc, pour qu'il y ait une volonté des acteurs bancaires, il faut rassurer les acteurs bancaires qu'il y a un business économique, qu'il y a un business model qui fonctionne avec les nouveaux moyens de paiement. Et c'est bien ça la difficulté, c'est qu'en plus, les règlements, les directives, etc., on ne peut pas parler de business model, on ne peut pas parler de prix, et derrière, il ne se passe rien. Et à un moment donné, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, il faut qu'on trouve un business model. Et pour moi, c'est ce qui manque. Et d'ailleurs, on a déjà perdu 10 ans sur ce sujet. Hein. Si on avait taclé le business model il y a 10 ans, aujourd'hui, on n'aurait pas du tout le même teneur de discussion qu'aujourd'hui. Oui, on n'est pas obligé effectivement de faire tout gratuit, bien entendu, d'autant plus que on est assis sur des branches qui sont extrêmement solides. Hein. On en revient toujours à la fameuse carte où il y a un business model avéré pour l'ensemble des parties. Et d'ailleurs, c'est ça encore qui nourrit très, très, très largement l'industrie des paiements de par le monde, en France et en Europe, des fabricants de cartes, des fabricants de TPE, des processeurs, des acquéreurs, des émetteurs, jusqu'aux schemes, qu'ils soient domestiques ou internationaux. Et on sait que Visa et Mastercard ont des moyens extrêmement conséquents. Et donc, si l'on arrive à dégager un modèle économique, on peut effectivement surmonter l'intégralité des freins, des irritants, des problèmes qui ont été évoqués par les uns et les autres. Moi, j'abonde dans ce sens et je rejoins Johan. On arrive à mettre en place des modèles économiques sur le SCTINS, mais c'est pas naturel. Hein. C'est-à-dire que la réglementation là-dessus, elle met beaucoup de contraintes à des endroits où il n'y aurait pas lieu d'être. Je peux vous dire que pour avoir mis en place un modèle économique sur justement le P2Pro, à base de sous-jacents SCTINS, et en clair, il a fallu construire le modèle économique dans les couches overlay, à défaut de pouvoir le construire dans le moyen de paiement lui-même. Hein. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à mettre en place, mais ça a été un sacré casse-tête qu'on aurait largement pu s'éviter. Et d'ailleurs, dans EPI, on reprend les mêmes modalités de ce modèle économique. Mais bon, vous voyez que c'est quand même pas quelque chose qui se fait naturellement, vu que la réglementation a mis beaucoup de contraintes en réalité là-dessus, plus qu'elle n'a aidé. Et on sait en toile de fond aussi qu'il y a un certain nombre de grandes manœuvres d'achat, de fusion, de partenariats. Worldline est un acteur qui est souvent montré, enfin qui s'illustre par un certain nombre d'opérations. Des rumeurs éventuellement peuvent circuler concernant des partenariats éventuels avec des gros acteurs bancaires. Ça fait partie du jeu, c'est normal et c'est bien, entre guillemets, que ça profite aussi aux acteurs français et européens. Je regarde Florian. Oui, j'avais compris. C'est vrai qu'en fait, quand on parle de concentration de l'Europe du paiement, ça passe aussi par des acquisitions ou des partenariats sous forme de JV pour finalement être plus présent aussi dans des pays très importants pour nous. Donc, on a pu le faire en Allemagne, on l'a fait récemment en Italie, on a encore annoncé hier une acquisition en Italie pour se renforcer. Et l'objectif derrière tout ça, c'est finalement d'être plus présent localement pour mieux accompagner nos marchands afin d'apporter un service de qualité et de couvrir aussi les moyens de paiement locaux qui sont très plébiscités. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, en France et en Belgique, on a aujourd'hui sur nos plateformes plus des 3/4 des transactions sur les schemes domestiques qui présentent un fort taux d'utilisation, des coûts aussi moindres par rapport aux schemes internationaux.
Et donc, nos marchands veulent être en capacité d'accepter les schemes domestiques et également d'avoir des équipes en proximité pour les accompagner. En fait. Et donc, c'est vrai que la stratégie de Worldline, en plus d'une croissance organique qui est très forte, c'est d'aller faire des acquisitions ou des partenariats stratégiques dans différentes zones à forte croissance en termes de marché du paiement, que ce soit carte ou non carte, hein, pour voilà, contribuer à cette concentration de l'Europe des paiements. Alors, on avait quelques questions de nos participants. J'en pioche une ou deux, si vous voulez bien. Donc, l'une d'elles, dans quelle mesure le combo initiation de paiement virement instantané peut-il remplacer l'usage de la carte selon vous? Bon, on en a parlé évidemment, mais si on devait se projeter, aller dans les 5 ans, on pourrait imaginer que ce mode de paiement puisse avoir quelle part de marché, Johan, selon toi? Alors, moi j'en suis convaincu, le paiement par virement va devenir un moyen de paiement du quotidien. La question c'est combien de temps ça va prendre et forcément lié à la discussion qu'on a eue d'avant, c'est la volonté des banques de le mettre en place et donc le business économique. Mais si on résout ce problème-là, on peut imaginer que demain, je paye par carte, c'est-à-dire qu'au niveau de l'usage, je sors ma carte, mais que derrière, les tuyaux, ça soit un virement. On peut très bien l'imaginer. Donc, on n'aurait même pas besoin de changer en quelque sorte les habitudes des consommateurs. Il faut juste derrière brancher les tuyaux de manière différente. Et du coup, à partir du moment où il y a un virement qui est temps réel, sur lequel il n'y a aucun frein d'adoption parce qu'il est gratuit pour le payeur, le marchand est garanti d'avoir l'argent parce qu'il l'a tout de suite et que l'usage est très simple, et d'ailleurs ce calque a un usage connu, on peut le faire demain en fait. Enfin, moi, je suis la conviction que si l'ensemble des acteurs de la place aujourd'hui avaient une volonté forte de le faire, dans 6 mois, on paye dans les grands retailers de cette manière-là. Alors, c'est la vocation de pays que tu as résumé. Bon, j'allais dire, c'est aussi le rêve de pays parce que bon, on sait que la réalité est difficile, malheureusement. D'ailleurs, à ce propos, il y a une autre personne qui, alors je ne sais pas si c'est un commentaire ou une question, à propos de pays, dit « N'est-on pas sur de l'acharnement thérapeutique ?» Je laisse la paternité du propos à la personne, mais bon, c'est vrai qu'il y a une ambivalence, c'est-à-dire on est bien sûr, en tant qu'Européens, on est désireux, je pense qu'on puisse avoir des solutions à notre main et les ingrédients qu'on a évoqués sont là, mais cette alchimie, elle a du mal à se concrétiser, malheureusement. Oui, acharnement thérapeutique, comment dire, le pays, c'est pas une entité qui a une longue existence derrière lui, enfin, c'est une création, donc c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, on crée quelque chose qui est éminemment compliqué. Pourquoi ? Parce que, mettons-nous à la place de chacun des acteurs, y compris ceux qui se sont tirés du projet. Il y avait des investissements, chacun a consenti des investissements et voilà, parfois il faut solder des investissements. Donc c'est une décision facile pour personne. Donc ça, il y a quand même ce contexte-là. Et puis ensuite, on l'a dit, je crois qu'on est tous assez convergents là-dessus, c'est une ambition. Il y a encore des endroits, effectivement, parce qu'il faut toujours revenir au use case. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire et quelle valeur on essaie d'apporter aux clients? Il y a encore des use cases sur lesquels on peut apporter davantage de valeur. Le P2P, tu l'as dit, Vincent, sur EPI peut apporter beaucoup aussi là-dessus. Il y a des solutions fortes nationales. Donc, oui, on y croit. Tous les acteurs promoteurs, et il y en a ici autour de la table, on y croit et on va continuer. Donc, non, l'expression me paraît un peu exagérée. C'est éminemment compliqué et chacun se donne les meilleures chances pour y parvenir. Oui, je voulais juste dire un point sur les briques. Le RTP, le Request to Pay, est une brique importante aussi. Et ça peut aussi accélérer le développement du SCT Inst. Pourquoi ? Parce que c'est des expériences qui sont simples. Là aussi, je reviens toujours à cette idée-là, mais pour je vais dire faire la peau au chèque, c'est pas le mot, mais sur des usages qui sont encore ancrés, on peut apporter de la valeur avec le Request to Pay. Ça a d'ailleurs des vertus, le Request to Pay. Il y a un des éléments dont on n'a pas parlé, parce qu'il est peut-être un peu technique, c'est la confirmation of pay. Il y a quand même ce truc, c'est payer vite, c'est bien, mais il faut être sûr qu'on paye à la bonne personne. Dans le Request to Pay, par exemple, on a
comment dire, la vérification du pays qui est activé, enfin qui est embarqué dans le request to pay. Donc on a des briques effectivement qui sont à disposition. J'ai parlé aussi de SPA tout à l'heure, le scheme sur lequel on travaille, dans lequel il y a cette notion de modèle économique. Donc voilà, l'espoir est permis. Après, chacun de nous a beaucoup de fer au feu, hein, c'est vraiment la difficulté. Et c'est en ça, je trouve que le wallet et cette interface est vraiment un investissement important pour chacun. Voilà. Donc, nous avons de quoi être optimistes, a priori, sur la base des propos que nous avons entendus aujourd'hui. Bon, le BNPL avec des milliers de milliards en perspective, l'open banking, le virement instantané, un potentiel énorme, la carte qui ne va pas se tarir et tant mieux, puisqu'il vaut mieux avoir une complémentarité qu'une substitution pure et simple, et des occasions en tout cas pour l'Europe de maîtriser son destin. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je remercie bien sûr à nouveau nos speakers, les participants qu'on n'a pas la chance de voir, donc pour voir si vous êtes pleinement satisfaits, mais nous avons eu des pics à 120 personnes et une certaine constance, donc on s'en réjouit. Moi, je vous laisserai volontiers le mot de la fin également à vous-même, si vous avez, Johan, Jacques-Olivier, Vincent, Sébastien, Florian, un dernier mot avant que nous concluions. La parole est à vous. Alors moi, je viens de dire un mot. Je suis ravi qu'on puisse parler de business model, d'API premium et de travailler là-dessus. Je pense que c'est le problème qu'il faut qu'on arrive à résoudre là dans les prochains mois. Et ça a été bien souvent un tabou et je vois que ça l'est de moins en moins et de plus en plus de volonté. Je pense que les règlements européens aident parce que si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord, l'Europe, comme d'habitude, va forcer via les règlements. Et les règlements, on sait que c'est si on est… J'aimais bien l'expression de quelqu'un dans la réglementation, c'est si on est tous… à égalité d'insatisfaction, ils ont bien fait leur boulot. Donc, soyons pas à égalité insatisfaits, soyons à égalité satisfaits, et je pense que c'est plutôt à nous de faire le travail plutôt que d'attendre la réglementation. Donc, de la réglementation, mais pas trop en substance, c'est ça? Non, je pense qu'il faut pas attendre la réglementation pour résoudre les problèmes. Il faut les devancer et d'apporter les billes aux régulateurs sur comment on a résolu un problème pour qu'eux s'en inspirent, plutôt que de faire l'autruche et d'attendre que ça tape. Ouais, peut-être en deux mots aussi. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Et effectivement, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde l'utilisateur final et qu'on se dise de toute façon, c'est lui à la fin qui va générer la décision. Et donc, il faut des choses qui soient extrêmement fluides, extrêmement simples, extrêmement user-friendly. Et c'est ça ce qui va permettre l'adoption et par le plus grand nombre aussi. Donc, c'est vrai que très souvent, la technologie, on a plutôt tendance à la mettre plutôt sur les jeunes et pas forcément sur les personnes plus âgées. Donc, d'arriver à avoir quelque chose d'extrêmement simple, c'est ce qui fera que ça va continuer à exploser, je pense. Parfait. Écoutez, merci à nouveau à vous cinq d'avoir brillamment exposé vos convictions, vos actualités et puis ce qui nous attend pour demain, ce qui nous donnera sans doute l'occasion de nous revoir, soit en physique, soit de la sorte, avec grand plaisir, et puis de partager ce qui se dit, ce qui se fait avec une audience qui est toujours assez forte en la matière. Donc, merci à nouveau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.